Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier. Je suis nutrithérapeute, micronutritionniste et praticienne en hypnose. Et j'accompagne notamment les personnes qui souffrent de troubles digestifs, de douleurs chroniques ou de troubles hormonaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue chronique qui accompagne souvent ces fameux troubles digestifs ou des douleurs chroniques comme le syndrome fibromyalgique. Effectivement, dans les personnes qui viennent me voir, on va dire que j'ai 85% qui souffrent d'une fatigue chronique, donc c'est-à-dire une fatigue qui est présente depuis 6 mois et qui résiste aux vacances, aux périodes de repos. Si c'est quelque chose dont vous souffrez, vous avez dû vous en rendre compte, ce n'est pas le genre de fatigue qui va passer juste en prenant de la vitamine C ou une cure de multivitamines, ni même du magnésium. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est surtout une prise en charge qui se veut globale et holistique. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Donc, je vais aborder cette fatigue chronique et notamment l'approche de la fatigue chronique en 7 points. Alors, je vais essayer d'être efficace parce que chaque point, finalement, pourrait tenir déjà en une présentation d'au moins 1 heure, voire plus. Donc, je vais synthétiser. C'est au moins pour vous donner déjà quelques pistes de travail, mais si vous souffrez de fatigue chronique, ce que je vous conseille, c'est de vous faire accompagner par un praticien qui aura justement cette approche plutôt globale et naturopathique, parce que il y a beaucoup de facteurs en jeu. Donc, pour le premier point, au niveau de la fatigue chronique, au risque d'enfoncer une porte ouverte, la première chose à faire, c'est déjà de respecter son niveau d'énergie, de se reposer et d'essayer de recharger ses batteries, de recharger son énergie vitale. Alors, ça paraît effectivement très bête, mais quand j'observe les personnes qui viennent me voir, je me rends quand même compte que tout n'est pas toujours sous contrôle. Donc, la première chose à faire, déjà, c'est de s'assurer qu'on dort suffisamment, donc de se coucher tôt, éviter les écrans le soir, etc. Alors, quand je dis tôt, si vous pouvez aller vous coucher avant 10h30, maximum 11h, c'est l'idéal. Si votre sommeil est perturbé, il y a des moyens pour faire en sorte que ça aille mieux. Alors, bien sûr, on peut prendre de la mélatonine, mais on peut aussi agir de manière un peu plus globale via l'alimentation ou via l'action à d'autres niveaux. Si malgré tout, votre sommeil n'est pas très efficace, vous pouvez aussi essayer de faire des siestes dans l'après-midi si vous avez la possibilité, ou au moins des micro-siestes après manger, ne serait-ce que 10 minutes, peut-être 20 minutes. Déjà, ça peut vous permettre de vous reposer. Deuxième chose, vous aérez, vous allez au contact de la nature parce que on vient de la nature, on tire notre énergie de la nature et notre vie dans le béton, dans des appartements et loin de la nature, ça nous vide de notre énergie, surtout si on le passe au contact des appareils électroniques. Donc, allez autant que possible dans la nature. Si vous avez un jardin, profitez-en un peu chaque jour pour aller passer 10, 15 minutes, 20 minutes dans votre jardin. Idéalement, mettez-vous pieds nus, marchez dans l'herbe, voilà, vraiment au contact de la terre. Si vous vivez plutôt en ville, j'imagine que vous avez quelques jardins publics pas très très loin, donc allez vous y promener, peut-être faites une pause après le travail, mettez-vous sur un banc, profitez du soleil si vous en avez, mais en tout cas, aérez-vous, prenez le soleil et allez au contact de la nature, ça va vous recharger. Alors on est d'accord, c'est pas des choses miraculeuses, mais mis bout à bout, ça peut faire la différence. Prendre du temps pour soi chaque jour. Très important parce qu'on s'aperçoit vite qu'on peut passer ses journées à courir la tête dans le guidon, à aller s'occuper des enfants, puis ensuite c'est les collègues, et enfin on rentre à la maison de nouveau les enfants, le conjoint, etc. Bref,
on peut vite faire une journée entière sans prendre 5 minutes pour soi. Et ça, c'est vraiment important de se ressourcer et de s'accorder ce temps pour soi. Donc soit le matin. Alors moi, je suis pas une grande fan du Miracle Morning, hein, je vais pas me lever à 6 heures du matin, c'est pas du tout mon truc, mais je vais quand même me prendre une demi-heure le matin. Je commence à travailler un petit peu plus tard pour pouvoir faire ma méditation, mon yoga, mes petits exercices de mise en route. Et je m'aperçois vraiment que quand je ne le fais pas, eh bien, je vais être moins concentrée sur ma journée, je vais être moins posée, un peu plus dans l'excitation. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Tout comme le soir, bah, moi j'ai besoin de prendre mon petit temps de lecture. Voilà, c'est ce temps pour moi. Donc c'est moi, vous êtes différents, trouvez ce qui est bon pour vous, mais je vous recommande vraiment ce petit rituel chaque jour pour vous. De... Donc effectivement, tout ce qui est méditation ou exercice de respiration, là aussi, ça va être vraiment important. Si la méditation, vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser une application comme Petit Bambou ou d'autres pour vous initier. Et puis pour commencer, c'est 10 minutes, c'est guidé, donc c'est vraiment très, très accessible. Si ça ne vous branche pas, vous avez le droit, mais dans ce cas, faites à minima des exercices de respiration. Pour refaire circuler un petit peu la vie. Et on se rend compte que dans la journée, soit on est prostré sur le PC et là, c'est tout fermé, soit on est stressé, donc on va respirer que par le haut du corps. Et ça ne va pas. Ça empêche vraiment toutes les énergies de circuler. Donc à un moment, levez-vous. L'idéal, c'est de faire ça deux fois par jour ou restez assis, mais dans ce cas, mettez-vous bien les épaules en arrière et faites un exercice de respiration pendant 10 minutes, 5 minutes. Ça peut être la respiration en cohérence cardiaque. J'ai fait déjà une vidéo sur le sujet. Ou ça peut être une respiration moins contrôlée, mais vraiment profonde, donc qui commence par le ventre, qui monte ensuite vers le haut de la cage thoracique. Et quand on souffle, on va souffler aussi très profondément. Donc ça, c'est des choses très simples qui ne vont pas vous prendre 3 heures, que vous pouvez faire le matin, le soir avant de vous coucher. Et si dans la journée, vous sentez que vous êtes trop le nez dans le guidon, faites-le aussi. Et la dernière chose, c'est s'éloigner des personnes toxiques et pompeurs d'énergie. Les spécialistes, ou dès que vous avez fini une discussion avec eux, vous vous sentez soit vidé, soit vraiment ravi d'avoir terminé. Toutes les personnes qui vont vous solliciter à outrance, qui vont venir vous prendre pour le bureau des pleurs, ces personnes-là, gardez-les à distance. Vous n'avez plus assez d'énergie pour vous en occuper. Et c'est des pompeurs d'énergie. Voilà, donc ça c'était pour le premier point, se respecter son énergie et se recharger. Deuxième point, c'est attention à vos comportements toxiques. Je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir, on est notre propre bourreau. Et si on n'en prend pas conscience, on peut avoir des comportements qui sont vraiment toxiques pour nous et qui nous empêchent d'une part de nous connecter à nos besoins, mais qui nous vident de notre énergie. Le premier, c'est tout ce qui est comportement addictif. Quand je parle de comportement addictif, c'est pas forcément la cigarette ou le chocolat, quoique, mais c'est aussi les personnes qui sont accros au travail, les personnes qui sont accros au sport. Les typiques, je travaille toute la journée, je sors le soir, déjà il est 19h, 19h30, j'amène encore du boulot à la maison ou j'amène du boulot à la maison dans ma tête. Ça, j'en fais partie. Et je me soigne justement parce que ce sont des comportements dans lesquels vous n'arrêtez jamais. Vous n'arrêtez jamais, donc ça vous pompe votre énergie et ça vous empêche de vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins. Ça vous empêche d'être à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Donc ça, souvent, ça a une origine qui date de loin. On le fait, soit c'est des blessures émotionnelles, soit c'est des croyances limitantes. Mais en tout cas, c'est un comportement de fuite. Donc ce n'est pas quelque chose de sain. Donc déjà, prendre conscience et ensuite faire en sorte de pouvoir le corriger. Soit on y arrive tout seul, c'est très bien, soit on se fait accompagner avec des thérapies brèves, comme la PNL, comme l'hypnose, comme la kinésiologie, pour justement aider à changer ces modes de fonctionnement.
Dans les modes de fonctionnement justement qui nous sont toxiques, hein, on a l'excès de perfectionnisme. Alors ça, je rencontre ça chez au moins 50% des femmes qui viennent me voir. Les personnes qui se fixent des objectifs à 200%, alors que 100% ça suffirait largement, les accros du détail, les personnes qui n'arrivent pas à déléguer parce que ça sera jamais assez bien fait, parce qu'il n'y a pas de confiance, etc. Ça, c'est un comportement vraiment toxique. Ça vous bouffe, ça vous prend une énergie folle et dites-vous que vous ne serez pas plus apprécié, que vous ne serez pas plus respecté parce que vous ferez tout ça. Au contraire, les gens vont dire « Ok, génial, elle fait tout ça, je vais en profiter, je vais lui en donner encore plus. » Donc, protégez-vous et diminuez un petit peu vos attentes. C'est pas évident, mais vraiment identifier ce qui est utile de ce qui est ce qu'on appelle, ce que j'appelais avant dans mon travail d'ingénieur, ce qui est de la surqualité. Et apprenez à déléguer. Apprenez à déléguer. Alors, ce sera peut-être pas fait comme vous l'auriez fait. Est-ce que pour autant c'est moins bien fait? C'est pas dit. Et même si c'est moins bien fait, est-ce que c'est grave? Voilà, posez-vous ces petites questions. Autre point important dans les comportements toxiques, c'est de poser ses limites et de se respecter. Si vous ne vous respectez pas, n'imaginez pas que les autres vont vous respecter. C'est pas la peine. Donc ça commence par soi. Et on ne peut, c'est comme dans l'avion. Quand il y a des problèmes d'avion, on vous dit toujours le masque, c'est d'abord sur vous avant de le mettre sur votre enfant. Tout simplement parce que si vous êtes KO, vous n'allez plus pouvoir aider qui que ce soit. Là, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez plus pouvoir accompagner, aider, conseiller qui que ce soit. Donc, on s'équilibre, on pense à soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. J'ai un coach chaman, Arnaud Rioux, qui avait établi, qui présentait ça sous forme d'une croix, la croix du comportement. L'axe vertical, c'est vous. L'axe horizontal, ce sont les autres. Comment est votre croix? Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle est plutôt comme ça? Donc, est-ce que ce sont les autres qui occupent toute votre attention, tout votre temps? Ou bien est-ce que, au contraire, c'est plutôt moi-je, et puis les autres, on s'en fout? En général, ces gens-là, je les vois pas trop. Parce que justement, ça se traduit rarement par des problèmes d'épuisement. Par contre, je vois beaucoup les gens qui font passer tous les autres avant, donc les enfants, le conjoint, les parents, les beaux-parents, les voisins, les collègues. Et puis soit, c'est quand on a le temps. Pas de bol, ce temps, il n'arrive jamais. Donc vraiment, maintenant, c'est temps, votre corps vous le dit, prenez ce temps pour vous. Vraiment, c'est très, très important. Donc voilà pour les deux premiers points qui avaient plutôt attrait à tout ce qui est, on va dire, comportement, hygiène de vie. Le troisième point maintenant, qui touche un peu plus à la micronutrition, à la naturopathie, c'est d'aller vérifier ses carences et les corriger. Donc, en termes de fatigue chronique, ce qu'il faut regarder, la ferritine, qui doit être plutôt au-dessus de 50-60. Donc, vous ne fiez pas aux normes labo. La ferritine, les vitamines B6, B9, B12, qui jouent beaucoup dans tout ce qui est énergie, éventuellement vitamine B1. Coenzyme Q10 peut être fait, ce n'est pas remboursé. Et l'iode pour la thyroïde. Donc ça, c'est vraiment le panel, on va dire, minimum pour aller voir ce qui ne va pas. Et ensuite, pour les corriger, vous pouvez prendre des compléments. Là, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un praticien formé à la micronutrition pour savoir vers quoi aller. Notamment pour le fer, si vous passez sur le tardiféron ou assimilé, que vous trouvez en pharmacie, c'est bien, c'est remboursé. Bon, vous sucez une barre de fer dans le jardin, ça sera à peu près aussi efficace, c'est-à-dire que ça va vous mettre juste le bide en vrac, ça a forte tendance de vous constiper, et vous voyez, de toute façon, vos selles sont noires. C'est parce que les 3/4 sont partis dans les toilettes. Donc, un fer bien absorbé, c'est plutôt un fer de 3e génération, comme du bisglycinate ou du fer chélaté. C'est pareil pour les vitamines, il y a des formes qui vont être plus ou moins bien absorbées, tolérées. Petit bémol pour le fer, si vous avez une dysbiose, donc si vous avez des troubles digestifs, corrigez d'abord le déséquilibre de flore, corrigez d'abord la perméabilité intestinale et ensuite agissez sur le fer. Sinon, vous allez un peu remplir un seau percé.
De toute façon, c'est de manière générale. Dès lors qu'on a un trouble de la perméabilité intestinale, la complémentation a un effet limité. Parfois, je trouve que c'est quand même utile d'en prendre un petit peu avant, histoire d'amener le corps à pouvoir se rééquilibrer, parce que sinon, il faut vraiment sortir les rats. Voilà. Donc, le 4e point, vérifier la thyroïde, ici, et les surrénales. Les surrénales qui sont 2 petites glandes au-dessus des reins et qui produisent pas mal d'hormones, dont le cortisol, la DHEA. La thyroïde, quand elle est un peu en hypo, quand vous êtes en hypothyroïdie, les signes, le premier c'est la fatigue, perte de cheveux, frilosité, digestion moins efficace. Donc effectivement, une thyroïde qui est down, vous ne pouvez pas être en forme. Mais le problème, c'est que si vous prenez, donc si vous agissez sur votre thyroïde, que vous prenez déjà soit du lévothyrox, soit de l'iode, etc., mais que vos surrénales sont à plat, ça ne servira à rien, au contraire. Tout simplement parce que les surrénales, c'est un petit peu la tour de contrôle, c'est votre niveau de batterie. Si votre niveau de batterie est très bas, si vous êtes sur la réserve, vos surrénales vont freiner tout le corps, freiner le métabolisme, freiner la thyroïde pour justement économiser ce qui reste en énergie. Donc, vous ne pourrez pas travailler sur la thyroïde si vos surrénales sont à plat. Donc, pour vérifier thyroïde et surrénale, pour la thyroïde, donc j'avais fait un sujet dessus, il me semble, TSH, ok, T4 si vous voulez, mais surtout rajouter la T3 libre, qui n'est jamais faite, ou presque, donc demandez-la directement au labo. Si vous êtes du genre stressé ou si vous avez des problèmes digestifs ou autres, vérifiez aussi la T3 reverse, parce qu'on peut avoir une T3 libre normale, mais une T3 reverse qui est importante et qui du coup va bloquer les sites de fixation de la T3 et donc va faire vous avez une thyroïde qui fonctionne très bien, mais derrière les hormones n'agissent pas. Donc vérifiez la T3 reverse. Pour les surrénales, il y a plusieurs stratégies en fonction, on va dire, de vos moyens. Si vous voulez passer que par des choses remboursées, dans ce cas, faites le cortisol sanguin, et S-DHEA, donc sulfate DHEA, le matin avant 8 heures, plus prégnénolone autant que possible, plus transcortine. Transcortine qui est un marqueur, quand elle est élevée, ça veut dire que, en gros, c'est un transporteur du cortisol. Quand elle est élevée, c'est que le cortisol est chroniquement bas. Donc ça peut être intéressant parce que le cortisol, le matin, en général, est haut et il a tendance à diminuer sur la journée. Quand on fait le cortisol le matin, qu'il est déjà effondré, je dirais, OK, on a la réponse, les surrénales vont pas. Mais on peut avoir un cortisol normal le matin et trop bas tout le reste de la journée et on va pas le voir si on fait que le cortisol le matin. Donc la transcortine permet justement de pallier ce défaut. Si vous avez un petit peu plus de moyens, l'idéal c'est de demander un cortisol salivaire sur la journée. Donc là, on va faire des mesures le matin à 8 heures, à 10 heures, à midi, etc. pour voir justement comment évolue votre cortisol sur la journée. Donc ça se fera plutôt auprès du laboratoire Barbier ou du laboratoire LIMS. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, l'idéal, c'est soit vous avez votre médecin qui accepte de vous suivre là-dedans, soit encore une fois, vous vous faites accompagner par un praticien en médecine douce pour voir comment agir avec des plantes, avec la micronutrition ou autre. Une fois que thyroïde et surrénales sont OK, on va passer à l'étage du bas. Donc déjà, la digestion. Ça paraît idiot, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que si votre digestion n'est pas efficace, si votre estomac n'est pas assez acide, qu'il n'y a pas assez d'enzymes du pancréatique ou que le foie ne fonctionne pas bien, derrière, ça va occasionner alors déjà, ça risque de faire une malabsorption, beaucoup de fermentation et donc une dysbiose, un déséquilibre de flore. Donc, si vous voulez agir vraiment au niveau de l'écosystème intestinal, vous ne pourrez le faire que si l'étape du dessus est déjà bien faite. Ceci étant fait, ensuite, on s'occupe de la dysbiose. Donc, la dysbiose, c'est quoi? C'est un déséquilibre de flore. Et là, ça s'accompagne aussi souvent d'une fatigue chronique, rien que ça. Par exemple, si vous avez une candidose intestinale,
vous allez être fatigué de manière chronique, c'est sûr. Parce que la candidose, quand elle est active, sécrète des toxines qui viennent dans le foie, qui enflamment l'organisme. Ça active constamment votre système immunitaire, donc ça encore, ça fait du stress et ça fatigue votre organisme. Donc, moi, j'ai vraiment pu le tester sur moi dès lors que j'ai pu soigner ma candidose, ma fatigue, enfin, en tout cas, mon état de fatigue a beaucoup diminué. Si vous avez un SIBO, donc une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle, bah, ce sera un petit peu pareil. Là, on n'a pas la production de toxines, mais par contre, on a un problème de malabsorption intestinale, on a un problème de perméabilité aussi, on a la production de gaz plus ou moins toxiques. Donc, entre la douleur, les gaz qui peuvent être inflammatoires, etc., vous mettez votre organisme à rude épreuve et du coup, ça fatigue le surrénal. Donc, il faudra à un moment agir vraiment sur cette dysbiose et agir sur ses causes. Hein, vous n'avez pas une candidose qui va se développer spontanément, comme vous n'avez pas un SIBO qui va se développer spontanément. Ce n'est pas un parasite que vous avez dans le ventre, c'est juste une flore normale qui, à un moment, soit prend trop d'espace, soit vient au mauvais endroit. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une cause dessous. Si vous n'identifiez pas cette cause et que vous ne la corrigez pas, vous allez traiter, ça va revenir. Même cause, même conséquence. Et une fois que vous avez traité ça, eh bien, vous allez pouvoir travailler de manière plus approfondie sur la perméabilité intestinale pour refaire une bonne perméabilité et donc un intestin qui va mieux fonctionner, qui va mieux absorber les nutriments, mais en même temps qui va faire une barrière plus fermée pour empêcher les toxines de traverser. Personnellement, moi, je travaille donc sur la perméabilité intestinale après avoir traité la dysbiose ou éventuellement pendant, mais rarement parce que le problème, c'est que ça fait déjà beaucoup de choses à prendre. Souvent, quand il y a une candidose, un SIBO, il peut y avoir pas mal de choses à prendre en parallèle. J'évite d'en rajouter encore un, voilà, pour faire moins cher. Et aussi parce que je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le tolèrent pas très bien. Que ce soit la glutamine ou le collagène, ça peut être moins bien toléré. Mes collègues font différemment, il y en a beaucoup qui traitent, qui le font en parallèle. Je dirais chacun un peu sa vision des choses. Il y a des personnes qui vont être mieux dès lors qu'on va leur donner de la glutamine, d'autres au contraire ça va être une catastrophe. Donc je dirais là, il n'y a pas une vérité, ça va être un petit peu en fonction de chacun et en fonction de vous aussi. Et pour corriger cette perméabilité intestinale, encore une fois, il ne faut pas penser que glutamine ou collagène hydrolysé. C'est un moyen, c'est un outil. Mais s'il y a un excès de perméabilité intestinale, encore une fois, c'est qu'il y a des causes sous-jacentes. Donc ça peut être justement un manque de digestion haute, ça peut être un déséquilibre de flore, ça peut être le stress, ça peut être la présence de métaux lourds, de polluants divers et variés, une alimentation qui n'est pas adaptée. Donc vraiment, là, soigner la perméabilité intestinale, c'est prendre en charge tout ça et pas juste dire ok, je prends de la glutamine et puis merci, au revoir. Si vous faites ça, vous risquez de devoir prendre la glutamine à vie. C'est pas forcément terrible. Donc voilà, il y a vraiment une action globale à faire. Et donc tout ça, c'était juste pour la fatigue chronique qui est en lien avec soit la fibromyalgie, soit les troubles digestifs. Il y a des fatigues chroniques qui peuvent arriver hors de ce cadre-là. Et dans ce cas, on ira chercher d'autres facteurs. Je ne vais pas en parler là parce que ça ferait trop long. Et même en cas de fibromyalgie ou autre, on peut aussi aller chercher d'autres facteurs comme les infections froides. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est vraiment un sujet à part entière et que je dirais dans un premier temps déjà si vous balayez ces 7 points, hein, l'énergie, arrêter les comportements un peu autodestructeurs, la vérification des carences, la correction de la digestion et de l'écosystème intestinal. Déjà, si vous arrivez à faire ça, vous aurez au moins fait 70%, 80% du job. Donc, éventuellement, s'il en reste, on peut aller creuser un peu plus loin sur ces fameuses infections froides.
Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère avoir été relativement claire, hein, même sur un sujet aussi complet. Mais le point de la fin, c'est vraiment ça, c'est de penser cette fatigue chronique de manière globale et pas juste j'ai un problème, je vais avoir un complément ou un médicament en face. Ça ne fonctionne pas. Ou si ça fonctionne, vous pouvez être quasiment assuré que vous êtes sur un patch, que vous êtes sur quelque chose qui cache le symptôme, mais qui ne traite pas le pourquoi. Sauf si vraiment vous avez une carence à un moment unique. Bon, peut-être. Mais en tout cas, si vous avez cette carence, c'est peut-être aussi qu'il y a une cause. Voilà, donc je vous encourage vraiment à considérer cette fatigue chronique dans sa globalité et à trouver quelqu'un pour vous accompagner dans tout ce cheminement, justement, pour reprendre un petit peu tous les différents paramètres. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas à les laisser. Merci, au revoir.